C'est-à-dire que tu pouvais t'enrichir de 43 000 euros Ouais. sans payer un seul euro d'impôt. Aujourd'hui, du coup, ces amortissements vont être pris en compte dans les calculs de la plus-value à la revente. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, grosso modo, vous achetiez 100, vous revendiez 120, votre plus-value c'était 20. Aujourd'hui, vous achetez 100, vous revendez 120, vous avez amorti 20, votre plus-value c'est 40. Et du coup, tu payes plus d'impôts. Oui. Parce que ta plus-value, ton assiette imposable, elle est plus importante. Et c'est là où les gens se bloquent un peu. Non, enfin, en tout cas, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je vends un bien aujourd'hui ? Salut Julien. Je te dis salut, mais on s'est déjà vu tout à l'heure, comme d'hab. Voilà, c'est pour dire salut à tout le monde. Deux gros sujets sur cette réforme LMNP, deux questions qu'on me pose souvent et que les gens qui nous regardent, nous écoutent, se posent, c'est est-ce que c'est toujours, en fait c'est la question basique on va dire et macro, c'est est-ce que c'est toujours intéressant d'investir dans l'immobilier en LMNP ? Ouais. C'est la question un peu, voilà. Mais au final, on l'avait déjà avant. Enfin, est-ce que c'est intéressant tout court de le faire ? Et ensuite, c'est quelles sont concrètement les différences, parce que rien n'a changé au final sur la fiscalité, on va dire, de tous les jours. Ce qui a changé, c'est la fiscalité à la sortie, sur les plus-values. Donc déjà, on va peut-être rappeler ce que sont les amortissements, rapidement, tu vois, sans rentrer trop dans le détail. Ensuite, on comparera LMNP 2024 versus LMNP 2025. Si je vends à 10 ans, par exemple, parce que c'est un bon timing d'arbitrage en général sur du LMNP, si je vends à 10 ans, quelles sont les conséquences et qu'est-ce que ça donne sur un exemple concret ? Ça va être très pragmatique. Et qu'est-ce qui se passe si j'investis en LMNP versus en SCI à l'IS ? Puisqu'en fait, le modèle est exactement le même, mais on va le voir, il y a une sacrée différence quand même à la sortie quand il s'agit de parler pour soi-même en tant que personne physique. Ouais, voilà. Exactement. Première chose, amortissement. Ouais. Donc effectivement, le LMNP, location meublée non professionnelle, c'est un statut donc dans lequel on est en entreprise individuelle, on a notre numéro SIRET, etc. Et on fait de la location, on acquiert plusieurs biens et on loue. Niveau fiscal, donc en gros, on va calculer un résultat fiscal quand on est au réel du coup, puisqu'on a l'option pour le micro possible, mais là on parle au réel bien sûr, on exclut tout ce qui est micro, qui généralement de toute façon ne vaut pas le coup, grâce justement aux amortissements, puisque en fait c'est les amortissements qui font la différence. Pourquoi ? Parce qu'en fait quand je calcule mon résultat fiscal en LMNP au réel, je fais mon loyer, moins mes charges, charges de copro, assurance PNO, intérêts d'emprunt, taxes foncières, etc. Et je déduis encore après ça l'amortissement de mon bien pour arriver à mon résultat. L'amortissement de mon bien, c'est en gros une fraction du prix d'acquisition de mon bien que je vais étaler sur plusieurs années. J'acquiers un bien 200 000. Donc ça, c'est juste pour l'exemple, parce qu'en pratique, c'est pas exactement ça. J'acquiers un bien 200 000, je l'amortis sur 20 ans. Ça veut dire que je vais amortir 10 000 euros par an. Je vais passer en charge dans ma comptabilité, même si ce n'est pas une charge en termes de trésorerie, mais c'est une charge comptable. 10 000 euros chaque année, je vais déduire de mon résultat. Et donc, ça va me permettre d'avoir un résultat largement amoindri, voire zéro, ou potentiellement un petit déficit. Mais généralement, on ne peut pas être en déficit par une autre règle qui est un peu complexe, qui s'appelle l'article 39C du CGI. Peut-être des fois, certains entendent parler. Si vous vous ennuyez ou vous avez du mal à vous endormir, allez-y, parce que en plus celui-là, il est joli. Hein. Du coup, voilà, donc tu as c'est ça l'amortissement. C'est passe chaque année en charge. Il y a un maximum d'amortissement que tu peux amortir par an ou pas ? Sur une tranche de 100 000 par exemple ? Non, alors en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des... Donc déjà, effectivement, tu décomposes ton bien à la base. Donc déjà, tu as la partie terrain qui n'est pas amortissable. Comment on évalue le terrain ? Là, c'est pareil, si tu prends les textes, c'est la valeur réelle du terrain. Bon courage. Donc, du coup, la valeur... Surtout quand tu es en copropriété, tu as compris. Non, c'est très, très compliqué. Donc, du coup, en fait, ce qui est admis, c'est de prendre une quote-part. Donc, voilà, tout le monde a des quotes-parts un peu qui peuvent osciller un petit peu, mais autour de 20%. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait... on distingue si c'est en province ou si c'est en Ile-de-France. En Ile-de-France, on prend 30% en fait. Et on prend 15% pour la province. Ok. J'ai eu un contrôle fiscal dernièrement sur le LMNP. Et du coup, c'est ça qu'ils ont regardé surtout. Ils ont regardé comment était...
j'ai pas le détail, décomposé le mais bien. comment on amortissait, si les Oui. amortissements étaient bien appliqués, tu vois. Et tu sais combien était ta cote-part? Et non, je sais pas, parce qu'en fait, j'ai laissé l'expert comptable envoyer tous les fichiers, je sais plus comment on appelle ça. Là, les FEC, ouais. Ouais, exactement, les FEC. Voilà, moi, j'ai fait les premiers rendez-vous et tout ça. Franchement, j'étais flippé. Ça s'est bien passé? Ça fait peur. Hein. Non, mais ça fait peur. Hein. Bon, sur LMNP, il n'y a pas trop de J'en risques. ferai une capsule. J'en ferai une capsule. Et sur ça, et sur. Donc, j'ai reçu, ça y est, hein, les résultats et tout ça. Il y avait RAS. Donc, ça fait plaisir de se dire, sur tous ces sujets-là, du coup, vous êtes tranquille pendant. Enfin, en tout cas, sur les années. Qu'on a regardé tout ça, vous êtes tranquille parce que ouais, c'est un rescrit quoi, vraiment. Ça veut dire que plus personne peut remettre ça en question maintenant. Et qu'est-ce qu'ils ont regardé? Les amortissements et la TVA. Ah. Mais ce qui n'avait pas de sens pour le coup. Ouais. J'ai été surpris qu'ils regardent ça. C'était de la courte durée? Il y avait de la courte durée. Ah oui, peut-être qu'ils ont regardé par rapport à la courte durée. Ouais, il y avait de la courte durée. Parce qu'on a l'épisode sur la TVA. Exactement, l'épisode d'avant. D'où l'intérêt de J'ai tout l'écouter. oublié déjà. Voilà, donc c'est pour ça. Mais en tout cas, bref, bon, il paraît que c'est rare les contrôles sur les LMNP quand même. Mais je sais pas si tu en as eu beaucoup. C'est extrêmement rare. Ouais, c'est extrêmement rare. Ils t'ont visé à toi, Julien Calamode. Non, mais je pense savoir pourquoi. visible. Je pense que c'est l'URSSAF qui l'a demandé. Parce que l'URSSAF nous avait appelé énormément de cotisations sur de la location courte durée, alors qu'on n'était pas du tout assujettis. D'accord. Mais beaucoup. Beaucoup. Donc nous, on a fait des lettres à l'URSSAF, etc. Avec, c'est possible. Ça, voilà. Et je pense que possible, c'est l'URSSAF qui a demandé un contrôle à l'administration fiscale derrière. Parce que c'était vraiment... un contrôle auprès de Julien Calamotte pour son activité de logement meublé. Tu vois. C'était même pas vraiment très LMNP à la base. Quoi. Voilà. Bon, bref, tout ça pour dire que les amortissements, c'est vraiment important de bien les faire et qu'en plus, on le répète, on va le dire parce que les gens ne le savent pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir un expert comptable pour du LMNP. Donc, si vous n'êtes pas obligé d'avoir un expert comptable, je vous souhaite bon courage si vous ne voulez pas le prendre pour calculer vos amortissements tout seul. Exactement. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a des arbitrages en plus à faire. C'est surtout ça. Parce que à la limite, même si tu arrives à pas trop mal lire la documentation, etc., mais il y a des arbitrages. Parce qu'en fait, déjà, tu as ta cote par terrain. Et quand tu as exclu ta cote par terrain, tu vas décomposer le reste de ton bien entre gros œuvres, agencement, aménagement, équipement, façade d'étanchéité, agencement, équipement et voilà. Et après, mobilier, si tu as du mobilier aussi, mais à part, soit il est dans l'acte que tu as acheté, soit tu l'as acheté après, etc. Et en fait, toute cette décomposition va avoir... du coup, là, il faut définir le pourcentage de la valeur du bien qui est lié à ce composant-là. Ouais. Et chaque composant va avoir une durée d'amortissement différente. Et à chaque fois, on a des fourchettes. Donc, on sait que gros œuvre, c'est entre 40 et 60% du prix du bien. Et ça s'amortit entre 30 et 50 ans. Tu vois, enfin... Okay. Je sais plus je te dis des chiffres au hasard parce que j'ai plus tous les chiffres. Et donc ça veut dire concrètement c'est une petite somme mais sur une longue période quoi. Voilà, et en fait il y a quand même des arbitrages à chaque fois. Bon, l'arbitrage c'est essayer de prendre, si on peut le justifier en tout cas, les valeurs les plus courtes généralement parce qu'en fait plus tu amortis, l'intérêt de la décomposition c'est plus tu amortis fort les premières années et plus c'est intéressant si après tu revends. Oui. Enfin, en tout cas, ça c'était vrai jusqu'à... C'était avant. C'était avant, mais tu vas voir, il y a quand même encore un petit intérêt. Donc, c'était intéressant de décomposer, d'amortir fort, parce qu'en fait, tu vas amortir certains composants sur 10 ans. Ouais. Typiquement, ce qu'on appelle les aménagements, agencements, c'est peinture, sol, etc. Ouais. On l'amortit à 10 ans, parce qu'on considère qu'au bout de 10 ans, il va falloir les changer. Quoi. Ok. Et ça, tu pourrais dire 15 ans justement aujourd'hui pour lisser un petit peu plus. Oui, en fait, tu as je crois que c'est 5,15 sur la fourchette de mémoire. Et gros œuvre, je crois que c'est, je dis 30-50, mais je crois que gros œuvre, c'est plus de 50. Donc, nous, on fait 50, ce qui est le minimum. Ce qui est vrai, parce qu'en même temps, s'il fallait refaire tout le gros œuvre tous les 50 ans. Ouais, c'est clair. En gros, vaut mieux pas acheter dans cet immeuble. Ça veut dire qu'une maison a une durée de vie de 50 ans, c'est pas beaucoup. Mais du coup, voilà, donc ça, on décompose tout ça, on amortit tout ça, et ça nous fait un amortissement. Donc c'est assez complexe, effectivement. Et comme tu disais, il y a un maximum d'amortissement. Donc déjà, il y a des règles comme ça. Et en plus de ça, l'article 39C dont je parlais tout à l'heure, il limite l'amortissement. Et si je le fais en version très simple, c'est qu'en gros, tes amortissements ne peuvent pas conduire à avoir un déficit. Et donc, du coup, on plafonne ton amortissement pour qu'il soit pour mettre ton résultat à zéro. Donc le déficit, lui, il est créé par le reste des charges, en fait. Exactement. Tu peux avoir un déficit que si, en gros, tu es déjà en déficit avant amortissement. Ouais, ok. Et je te le fais simple, parce que c'est pas aussi simple que ça. Je savais pas ça, tu vois. Ouais. Il y a un calcul en dedans, etc. Ouais. Et du coup, ça veut dire que tes amortissements, quand ils sont plafonnés, ils ne sont pas perdus pour autant. La fraction qui n'a pas été utilisée, tu la reportes en avant et tu pourras l'imputer
le jour où tu seras en bénéfice après amortissement classique, Ok. tu pourras venir l'imputer pour venir déduire. Oh, ok. Donc c'est comme un déficit reportable. Ouais, donc tu as une poche là, de réserve. Voilà, c'est qui ça. se reste. Ok. La différence avec un déficit, et c'est pour ça que c'est cool, c'est que elle est reportable indéfiniment. Alors que le déficit LMNP, il est imputable que sur 10 ans, sur Oui, les revenus de même 10 ans, nature. ouais, Alors que là, les amortissements, c'est sans limite de durée. Ouais, ok, Voilà. très clair pour les amortissements. Donc voilà, le fonctionnement de base, c'est quoi Ouais. les amortissements? Donc ça permet, pour vulgariser le truc, ça permet vraiment de créer, on va dire, une assiette imposable égale à 0. Hein, La niche pas fiscale de payer d'impôts. l'MNP est là, en fait. Voilà. C'est l'amortissement. Et jusqu'à présent, quand on revendait, eh ben, on n'enlevait pas tous ces avantages fiscaux dont on avait bénéficié. Donc il n'y avait aucun intérêt finalement à ne pas amortir. Voilà. Aujourd'hui, là, le projet de loi de finances 2025 a changé des choses. Donc c'est plus un projet d'ailleurs, Oui, c'est la loi de finances 2025, parce qu'on est en 2025. Oui. Ça a mis du temps, mais... Ouais, ça a été longtemps un projet, on en a parlé souvent, et c'est plus un projet. C'est plus d'un mois. Voilà. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'en plus, on voit souvent les gens, tu vois, même moi je l'ai marqué PLF, on voit souvent les gens encore parler de Oui, PLF oui. 2025, mais c'est pas un projet, C'est c'est plus. vraiment concret. Là. Aujourd'hui, du coup, ces amortissements vont être pris en compte dans les calculs de la plus-value à la revente. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, grosso modo, vous achetiez 100, vous revendiez 120, votre plus-value c'était 20. Aujourd'hui, vous achetez 100, vous revendez 120, vous avez amorti 20, votre plus-value c'est 40. Ça, c'est le principe qu'on appelle la valeur nette comptable. Oui. C'est ça ? Donc ça veut dire que c'est ton prix d'achat moins tous les amortissements que tu as pratiqués durant toute la durée de détention. En gros, tu réintègres tes amortissements à la sortie. Tu réintègres tes amortissements. Et du coup, tu payes plus d'impôts. Oui. Parce que ta plus-value, ton assiette imposable, elle est plus importante. Et c'est là où les gens se bloquent un peu. Est-ce qu'on peut aujourd'hui donner, à moins que tu veuilles donner des précisions là-dessus, si j'ai mal expliqué, mais, ou pas assez, mais est-ce qu'on peut prendre un exemple concret, justement, de qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donnait avant et qu'est-ce que ça donne après ? C'était très bien expliqué, j'ajoute quand même une précision. Merci. Il est mignon, il est gentil. C'est que, effectivement, le LMNP, ça permettait de mixer l'avantage de la SCI dans le sens où on amortit et l'avantage des revenus fonciers dans le sens où c'est la plus-value des particuliers qui s'applique à la fin. Et effectivement, voilà. En gros, c'était le meilleur des deux mondes. Exactement. Chips, comme on dit. Okay. Et donc, meilleur des deux mondes. Et là, en fait, effectivement, avec ça, l'idée, c'est de se rapprocher plutôt du fonctionnement de la SCI. Et encore une fois, on en parlait pour la TVA, mais par rapport aussi à la concurrence hôtelière, qui est qu'un hôtel, il amortit, et quand tu vends ton hôtel, ton bâtiment, tu réintègres tes amortissements à la sortie. Donc, c'est aussi d'avoir une concurrence plus saine à ce niveau-là. Ok, très clair. Donc, si on prend un exemple concret, je nous ai préparé une simulation sur un bien qu'on achète 150 000. Bon, on vous l'affiche à l'écran, comme ça c'est plus clair aussi pour tout détailler. Ouais, donc 150 000 hors frais de notaire. Donc avec 7,5 de frais de notaire. Alors d'ailleurs, les frais de notaire ont aussi augmenté. 0,5 pour à peu près plus de la majorité des départements en France. Ouais. Donc voilà, au passage, il fallait faire... Chaque département avait la main, d'ailleurs, parenthèse là-dessus, chaque département avait la main pour savoir s'ils appliquaient cette hausse de 0,5 points ou pas. Oui. Bah, certains l'ont fait, certains l'ont pas fait. Chez nous, ils l'ont quand même pas mal fait. Ouais. Donc, oui, en plus, je dis frais de notaire, mais encore une fois, c'est pas les notaires qui vont l'encaisser, mais c'est les frais d'enregistrement, voilà. Les droits d'enregistrement. Ouais. Donc 150 000 hors ce qu'on appelle frais de notaire. Donc, ça me fait, si je rajoute 7,5, 161 250 d'achat. Je vais, grâce à ce bien, je vais encaisser 7 800 euros par an, c'est-à-dire 650 euros par an. En gros, je suis parti par mois, pardon. Je suis parti du principe de, voilà, on achète d'un studio, on connaît Toulouse, aux alentours de 150 000, on va le louer 650 euros par mois. Je pense que je suis pas trop loin dans les métriques qui se pratiquent. Et du coup, voilà, je vais avoir donc 7 800 euros par an de loyer, 1 500 euros de charge. En gros, c'est ma taxe foncière et puis éventuellement ma PNO et puis peut-être un petit peu de charge de copro. Des intérêts d'emprunt. Parce que là, je suis parti du principe que j'empruntais sur 25 ans à un taux de 3%. TAEG. Et puis, j'ai emprunté les 150 000. Voilà, et j'apporte les frais de notaire. Ok. C'est aussi assez classique. Et puis, voilà. Donc, une fois qu'on a s'est dit ça, je vais le garder pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, je vais le revendre 180 000. Ok. Voilà. Donc, un gros truc qui a pris 2% par an à peu près. Cohérent dans une grande ville. Une fois qu'on s'est dit ça, ancien régime, pour faire simple, sur la plus-value, donc là, il va falloir que j'explique deux mécanismes sur le calcul de la plus-value des particuliers.
Le premier, le mécanisme le plus connu, c'est l'abattement pour durée de détention. Oui. C'est-à-dire que plus je détiens mon bien longtemps et plus j'ai un amortissement parce que j'ai détenu mon bien longtemps, c'est pour favoriser en fait la détention des biens d'une certaine durée. Du coup, plus je détiens longtemps et moins je paye de plus-value. 22 ans, au bout de 22 ans, je suis totalement exonéré d'impôt sur le revenu. Au bout de 30 ans, de prélèvements sociaux. Ouais. Puisque, en fait, la plus-value, c'est vrai qu'on pourrait en parler. La plus-value, on connaît. Tu disais, la base, c'est 120 moins 100, c'est facile à comprendre. Et après, cette base, elle est, imposée, taxable à 19% d'impôt sur le revenu. C'est un taux forfaitaire. Ouais. Et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc 36,2. En fait, c'est ça. En gros, on peut arrondir dans sa tête à se dire un tiers de notre plus-value qui est imposée. Mais là où ça se complique, au bout de 5 ans, j'ai des abattements pour durée de détention qui sont progressifs jusqu'à la 22e année pour l'IR et 30e année pour la CSG. C'est-à-dire qu'il y a 2 barèmes différents, c'est peut-être trop facile. Et 2 barèmes différents, progressifs. Donc en gros, c'est un peu incalculable de tête. Alors je vais te rassurer, Mathieu, parce que tu es expert comptable en France, donc tu sais que c'est compliqué. Oui. Au Portugal, pour le calcul de l'impôt sur la plus-value, on prend en compte la dépréciation de la monnaie aussi. Donc tu vois, imagine le bordel. Tu vois. Donc au moins en France déjà, c'est compliqué, mais tu as un tableau et c'est fixe. non. Voilà. Donc tu vois, donc effectivement, il y a cet abattement pour durée de détention et il y a un autre truc qu'on n'a souvent pas en tête, c'est l'abattement forfaitaire, en fait, forfait travaux, qui se déduit automatiquement au bout de 5 ans et c'est 15% de la valeur du bien. Ouais, mais il faut que tu vendes pas avant 5 ans. Il ne faut pas que tu vendes avant 5 ans. Pas avant 5 ans, c'est qu'à partir de 5 ans qu'il se déclenche, ça c'est automatiquement calculé par le notaire. En fait, il calcule automatiquement 15% du prix du bien déduit, plus ton abattement pour durée de détention. Au final, c'est quand même intéressant et bien loti. On en parlera après. Sauf si tu as plus de travaux que 15% de la valeur du bien. Exactement. Ces 15%, c'est forfait. Si au réel, tu as fait plus... Tu prends les vraies factures. Les vraies factures, notamment effectivement un bien où tu as fait beaucoup de travaux. Et tu peux tout déduire là, ou il y a des trucs, des interprétations aussi? Non, tu peux déduire, mais après, c'est toujours pareil, c'est que ça dépend si tu les as passés en amortissement ou pas. Logiquement, tu les passes en amortissement. Donc tu peux pas tout faire. Donc tu peux pas les faire en une fois. Donc ça, c'est très valable plutôt dans le revenu foncier. Mais pareil, revenu foncier, normalement, tu les as déduits. Donc le forfait, il est généralement plus intéressant. C'est vrai. Donc ce forfait de 15%... Ça n'a pas changé? Non. Okay. C'est ça qui reste en fait et qui fait encore la différence. Parce que ça ne s'applique pas dans une SCI. Ni le forfait, ni l'abattement. Donc, si j'étais dans mon ancien régime, je vends 180 et j'ai un coût de revient, donc 150 plus frais de notaire, 161, 250, plus forfait travaux. Et en fait, avec mon forfait travaux, j'arrivais à pas de plus-value en fait. Ça m'annule totalement ma plus-value. Et donc j'arrive à 0. Et donc dans l'ancien régime, j'avais 0 impôt sur la plus-value. Parce que j'ai gardé 10 ans et parce que j'ai même pas besoin de l'abattement pour durée de détention. Rien que mon forfait travaux, en fait, si tu veux, de 15%. En gros, ça fait sur 150 000, ça fait 22 500. Donc tu vois, 180, j'ai acheté 180. J'ai vendu 180, j'ai acheté 150. J'ai 11 de frais de notaire, si j'arrondis, et 22 500 de forfait travaux. De forfait travaux. Donc ça me fait, donc ça veut dire qu'à la base, j'avais une plus-value de 30, mais quand j'enlève mes frais de notaire, mon forfait travaux qui sont de 33, je suis même une moins-value d'un point de vue économique. Alors mais en ça, on ne te rembourse pas. Non. On ne te rembourse pas d'argent. Donc, du coup, voilà. Donc, là, c'était très simple. Donc, 0 pour un gain au final net, je regarde à 43 000. Oui, c'est ça. Donc, le gain, en fait, qu'on calcule, nous, sur 10 ans, c'est les 43 000, c'est ce que tu as gagné. C'est ce qu'on appelle aussi le TRI. Là, c'est juste qu'il n'est pas en pourcentage, il est en valeur, mais en gros, c'est tout ce que tu as gagné sur la durée totale. C'est-à-dire que, en gros, tu peux faire très, très simple. Hein, c'est... à la fin, en gros, combien tu as encaissé. Donc, j'ai encaissé mon loyer. Donc, le fameux cash flow, négatif ou positif. C'est ça, c'est cash flow. En fait, j'ai décaissé peut-être un apport au début. Après, j'ai encaissé mon loyer et décaissé mes charges. Et puis, en face de ça, combien j'encaisse à la sortie et combien je rembourse d'emprunt, etc. Mais généralement, du coup, en fait, les 43 000 que tu as gagnés, c'est ce que tu as généralement... Si tu es à l'équilibre sur ton emprunt, en gros, il vaut ton loyer, plus ou moins. C'est généralement ce qui te reste entre ton prix de vente 180 et ton capital restant dû à la banque. Oui, donc le capital que tu as amorti, grâce à tes loyers. Plus les plus-values latentes que tu as eues et que tu prends quand tu vends. Exactement. Voilà. Généralement, souvent, un cas très classique, c'est souvent là où tu gagnes ton cash.
Oui. Ton argent, elle se gagne souvent à ta sortie Bien parce que tu t'encaisses ton prix de vente et tu rembourses un capital restant dû que tu n'as pas payé toi de ta poche. C'est ton locataire qui l'a payé directement. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'alerte souvent les gens en disant attention, si vous regardez le rendement et la vision trésorerie pure et dure, c'est très court-termiste et du coup, si vous regardez tous pas les mois, à la tu fin, dis oui, je gagne rien. Bah oui, à la fin de l'investissement, là par contre, vous pouvez vraiment faire le calcul de ce qu'a rapporté votre investissement, le lisser de manière annuelle, voire même mensuelle, etc. Et c'est vrai que c'est ce qu'on fait beaucoup en exercice avec nos clients. L'emprunt, en tout cas, sur la part capitale, pas l'assurance et les intérêts, mais sur la part capitale, il ne faut pas considérer comme une charge, mais comme une épargne en fait. Bah, clairement. Quand tu rembourses un emprunt, tu as une part qui est une épargne forcée en fait. Et cette épargne forcée, tu le récupères quand tu veux. Ok, donc là on a tous les chiffres, on les affiche à l'écran. Donc on a gagné, ancien régime, on a gagné 43 000. En gros, c'est ce qu'on a gagné tout au long de la vie et on n'a pas payé d'impôt sur la plus-value. Donc on n'a pas et ni tous les ans d'ailleurs, on n'a pas payé d'impôt. D'ailleurs, on n'a pas du tout d'impôt sur toute la. C'est quand même c'est là qu'on mesure à quel point c'est une anomalie quand même. C'est-à-dire que tu pouvais t'enrichir de 43 000 euros sans payer un seul euro d'impôt. Oui. C'est quand même une folie. Oui. Voilà. Et si tu multiplies par 10, par 20... Et là, je suis sur un bien. Voilà. Un petit bien en plus. Un bien à 150 000. Et avec, tu as mis 15 000 euros d'apport, quoi, même pas. 12 000 euros d'apport. 11 000 euros d'apport. Donc tu te dis, voilà, c'est avec 11 000 euros d'apport. C'est même pas avec un investissement à 150 000. C'est avec, sachant que les 43 000, c'est hors 11 000. Hein. C'est-à-dire que c'est en net. Plus de ma récupération de mon apport. Hein. C'est net, bien sûr. C'est de l'enrichissement. Tu as multiplié par 4 en 10 ans ton apport. Donc si tu as fait 10 projets comme ça, tu as multiplié 100 000 euros par 4 en 10 ans. Alors certes, il y a un peu de gestion sur l'immobilier, mais même si tu inclus de la gestion locative là-dedans, et ça fait un peu plus de charges, mais tu t'en sors quand même très bien. Ok, maintenant, en réintégrant les amortissements à la sortie, donc avec ce fameux projet qui n'est plus un projet. Avec cette loi de finances 2025. J'ai dit, avec cette fameuse loi de finances 2025. Donc effectivement, cette fameuse loi de finances qui fait que, de toute façon, maintenant, à partir déjà depuis le mois dernier, toutes les ventes qui s'appliquent sont dans ce régime-là, sauf une exception qu'ils ont gardée, c'est les résidences-services. Oui. Donc, seniors, vacances. Ouais, les trucs où il n'y a pas beaucoup de rendement, là, vendu par des CGP, là. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est exactement, totalement. J'en ai vu au salon qui essayait encore de vendre ça, au salon de l'IMO. Ouais, c'est sûr que les rendements sont beaucoup moindres. Les engagements sont costauds aussi. Les engagements, c'est des beaux commerciaux. C'est des beaux commerciaux, effectivement. Mais avec une fiscalité maintenant qui pourront se targuer, qui est un peu plus D'ailleurs, beaux commerciaux, LMNP, il n'y a pas un truc qui cloche, hein? En fait, c'est parce que... alors non, ça cloche pas, mais déjà, c'est soumis à TVA. Généralement, parce que, encore une fois, je ramène encore une fois à l'épisode sur la TVA. Service, mais c'est une prestation de service parce que généralement, il y a de l'accueil, bref, il y a même le petit-déj, il y a tout. Donc, du coup, déjà, c'est soumis à TVA. Donc, voilà. Et puis, après, non, il y a une exception là-dessus. Et justement, c'était fait pour ça à la base, d'ailleurs. En plus, le LMNP a été créé pour ces résidences services au départ. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne les ont pas inclus, parce qu'ils se sont dit, on est revenu à l'esprit... original de la loi. Mais parce que là, le client, finalement, c'est le locataire, c'est une entreprise, puisque c'est la société exploitante qui loue. Tu n'as pas un bail avec l'occupant. Non. Donc ça veut dire que c'est pour ça que c'est un bail commercial. Je peux, en LMNP, louer à une entreprise ? Oui. Okay. Alors, tu peux aussi, dans tous les cas, louer, par exemple, des bureaux meublés. Ok. C'est pas du LMNP, mais c'est quand même de la location de bureaux équipés, ça s'appelle. Okay. Avec le même régime. Ok. Et si par exemple, je loue, ça c'est un sujet intéressant, on pourra en faire une capsule d'ailleurs. Tu sais, il y a la mode de la sous-location. D'ailleurs, on s'est appelé il n'y a pas longtemps pour ça. Ouais. Il y a la mode de la sous-location. Si j'ai un bien, moi, et que je le loue à une entreprise qui fait de la sous-location, ça rentre dans mon LMNP ? Oui. Parce que je lui loue le logement meublé, mais c'est pas pour de l'habitation principale. LMNP. Ok. Enfin, ou même pas le principal, mais en tout cas, c'est pas... Okay, oui, ça marche parce qu'en fait, tu loues... Pas obligé de faire un bail civil, tu sais pourquoi, en fait, la différence avec tout ça, c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est de louer un local à usage d'habitation meublé. Okay, et peu importe que ce soit lui qui habite, il est quand même à usage d'habitation parce que ta société de sous-loc, elle va le louer pour habitation. Ok. Pas le louer pour autre chose, quoi. Mais même si c'est un bail, un petit bail commercial, ou il faut quand même un bail d'habitation ? Généralement, ce qui se fait, c'est des bails d'habitation. Ouais. Parce que, justement, ceux qui font de la sous-loc, ils ne veulent pas s'engager.
ils veulent pouvoir avoir un mois de préavis facilement. Donc, généralement, c'est un bail pour autant. Voilà. Parce qu'en fait, c'est juste que dans ce bail-là, tu mets une clause pour dire que c'est autorisé de faire de la sous-location. Et que c'est pas la résidence principale du locataire. Ouais. Parce que du coup, ok. Mais c'est pas le fait que ce soit la résidence principale du locataire qui fait que c'est assujetti à l'MNP, enfin, éligible à l'MNP ou pas, quoi. Non, c'est que le fait que ce soit usage d'habitation. Ok, très clair. C'est un sujet intéressant. Je ferai peut-être une capsule spécifique pour détailler. Ok, allez, let's go. Sur la sous-location, mais la sous-location, tu vois, typiquement, je reviens à la TVA, mais nos clients qui dépassent principalement, en tout cas, fort les seuils, c'est ceux qui font de la sous-location parce que eux, ils font encore plus de volume que ceux qui feraient de la courte en direct parce que il faut faire beaucoup de volume en sous-loc. Et eux, nous, on a des clients qui font des gros volumes en sous-loc. Et là, s'ils avaient dû prendre 10%, c'est des enjeux à plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est vrai. Du coup, il y avait un vrai enjeu pour eux. Quoi. Okay. Bon, là, ils se sont soulagés un peu. Ouais, totalement. Du coup, depuis hier, on les appelle et on leur dit c'est bon, finalement, vous pouvez remettre le linge. Ok, cool. Ils avaient tous décoché le linge, c'est Airbnb. Voilà. Non, très bien. Donc, du coup, si on y vient à notre deuxième exemple, effectivement, en tout cas, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je vends un bien aujourd'hui? Toujours les mêmes hypothèses. J'ai acheté mon bien 150, 11 000 de frais de notaire. Je vends 180 à la sortie. Là, cette fois, par contre, je vais avoir la réintégration de mes amortissements. Et c'est là où il faut rentrer un peu dans le détail. Et encore une fois, tu disais, si vous avez pris par comptable, bonne chance, parce que là, on rentre dans le fameux article 39C du CGI qui fait que, en fait, tu réintègres que tes amortissements qui ont été réellement déduits de ton résultat. Et on a dit tout à l'heure qu'ils étaient plafonnés. Oui. Et généralement, en fait, nous, on le voit, ils sont tout le temps plafonnés. Et du coup, tout ton stock que tu n'as pas utilisé, lui, il ne va pas être réintégré. Ce qui est cool. Donc, en fait, la priorité, ce que tu dis, c'est maximisons les déficits pour se rapprocher, les déficits reportables, pour les charges, pardon. Les charges pour maximiser le déficit. Et si t'en manques encore, tu utilises l'amortissement, c'est ça? Tu priorises d'abord les charges? Quelle charge? Si tu veux, c'est vrai que c'est pas clair. Moi, je suis pas très clair. Par exemple, admettons, je sais pas moi, j'ai 10 000 euros de loyer à l'année. Okay, donc pour être à zéro, il faut que je fasse moins de 10 000 pour être à zéro comptablement. Je vais avoir 7 000 euros de charges que je vais pouvoir imputer. Et j'ai 7 000 euros, admettons, d'amortissement aussi. Donc je prends mes 7 000 euros de charges et je rajoute que 3 000 de ces amortissements et je mets 4 000 de côté. Si je revends l'année d'après, ces 4 000, ils ne me seront pas enlevés de ma valeur nette comptable. Oui, totalement. En fait, c'est ça. C'est que c'est uniquement les amortissements que tu as déduits. Et ce qui est logique, parce qu'en fait, tu ne vas pas réintégrer plus que ce que tu as effectivement déduit de ton résultat. Donc si j'ai une énorme charge, limite, j'amortis même pas en fait la première année. Mais en fait, oui, mais de toute façon, c'est pas toi qui choisis. C'est-à-dire que ça passe dans tous les cas les charges en priorité. Et après, c'est le delta. C'était moi, je me croyais stratège, mais en fait, c'est automatique. C'est automatique. Ça marche. Du coup, effectivement, donc ça, c'est un premier point parce que, en fait, tu vois, sur cet exemple, sur ce bien, on a amorti comptablement 65 000 euros. Mais en fait, on a déduit que 24 000 en article 39C. Oui, qui vient donc te mettre ton déficit à zéro, quoi. Donc là, si tu fais un calcul un peu rapide, parce que voilà, t'es pas là au fond du sujet, tu vas intégrer 64 000, tu vas te dire, waouh, c'est énorme, parce que j'en ai vu pas mal dire ça. Incroyable ça. Et alors qu'en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est plus complexe. Donc on réintègre là, en l'occurrence, que 24 000 dans cet exemple. Donc tu vois, 24 sur 64, ça veut dire que j'avais 40 en report. Hein. J'ai cumulé 4 000 en report par an. Donc c'est 40 000 sur lequel, si tu n'es pas au courant de ce que tu viens de dire, hein, sur ces 40 000 se rajoute à ton assiette imposable, taxable à la plus-value. Et donc du coup, ça veut dire que potentiellement, tu peux payer, alors là on est après 10 ans, mais on va dire on est à 5 ans, tu peux payer 36,2 sur ces 40 000 dans ta tête, si tu fais le calcul, sans savoir. Et au-delà dans ta tête, si tu l'as fait tout seul, et que tu ne connais pas l'article 39 CGI, et tu as tout amorti, et que du coup, tu avais un déficit LMNP. Voilà, si tu as un contrôle, ils ne vont pas te le dire. Hein. Ils vont te dire, c'est bien, monsieur, vous avez bien fait. C'est très bien, tu as un déficit LMNP, mais il ne te sert à rien. Il ne te sert à rien parce qu'en fait, il ne sera pas imputable sur ta plus-value. Hein. Donc, tu as un déficit LMNP qui, au bout de 10 ans, va s'éteindre et qui ne te sert à rien. Donc, ça, c'est. Et si tu as un contrôle, ils te le disent ou pas quand même que tu as fait une erreur dans le. Est-ce que ça arrive? Si, ça arrive. Ouais, ça arrive. Monsieur, on vous doit 50 000 euros, en fait, vous avez mal fait vos calculs. En vrai, ça arrive qu'il y a des fois des remboursements, URSSAF aussi. Ok. Bon, ça va, c'est fair play.
Et du coup, dans cet exemple, on réintègre que 24 000. Et donc, quand j'intègre ça, pour autant, ma réintégration ne suffit, fait qu'il y a quand même une plus-value, même après déduction du forfait travaux. Donc, j'ai quand même une plus-value qui va rentrer dans le mécanisme d'abattement pour durée de détention. Du coup, je rentre mon abattement pour durée de détention, IR, prélèvements sociaux, et je fais simple, à la fin, je paye 6 000 euros d'impôt sur la plus-value. Ok. Et en gros, c'est mon impact entre les deux, puisque comme en cours de vie, rien n'a changé, mon impact, c'est la sortie. Et donc, pour faire simple, sur cet exemple, entre l'ancien 2024 et 2025, c'est un impact à 6 000 euros. Ok. Je vais payer 6 000 euros d'impôt en plus. Alors, c'est beaucoup et pas beaucoup, mais en fait, vu ce qu'on vient de voir juste avant, en fait, d'avoir eu 0 impôt pour s'enrichir de 43 000, là, à la fin, donc moins 6 000, il nous reste 37. Mais en soi, bon, tu as payé 6 000 pour t'enrichir de 37. Ça reste quand même raisonnable, on va dire. Ça te fait 18% d'impôt, un truc comme ça. Oui, ça te fait toujours un très bon rendement sur tes fonds propres initiaux. Parce que c'est là qu'il faut en venir. Parce que tu gagnes toujours 37 000. Voilà, il y a la rentabilité de l'investissement de manière intrinsèque, mais il y a surtout la rentabilité de l'argent que tu mets. Parce que souvent, quand les gens comparent la bourse avec l'immobilier, les rendements de l'immobilier sont clairement moindres que la bourse. Mais sauf que tu n'as pas l'effet de levier. Et donc, il faut que tu calcules tes vrais rendements sur un TRI basé sur tes fonds propres initiaux. L'apport plus l'effort d'épargne éventuel. Tu peux faire de l'effet de levier sur la bourse, mais c'est risqué. Ouais, c'est un peu dangereux. et puis, il faut le faire sur des gros montants pour des gens qui connaissent, sur les reins solides. Mais on affiche à l'écran les deux tableaux. Comme ça, au moins, c'est plus clair. Si vous êtes en audio sur le podcast, rejoignez-nous. C'est le moment sur YouTube pour regarder parce que c'est quand même plus clair avec les tableaux. Et on va après comparer justement la LMNP avec la SCI à l'IS. Tu veux conclure là-dessus ? Voilà, en conclusion, c'est que sur un bien, on peut faire les ratios, mais il faut quand même faire des simulations. Et on en parlera après, mais nous, on a sorti un simulateur justement pour que tout le monde puisse se le faire comme il faut et pas trop rapidement. Parce que j'ai vu sortir d'autres simulateurs qui n'étaient pas bons. Donc attention, justement sur cet article 39C. Donc on a 6 000 euros d'impact. Encore une fois, voilà, si on peut se dire 6 000 euros sur 43 000 gagnés, ça reste quand même pour moi 15% d'impôt sur quelque chose. Voilà, c'est un taux moyen, correct. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que pendant 15 ans, il y a eu un régime et une vraie niche fiscale là-dessus, dont on a profité et dont beaucoup ont profité. Mais on revient plus à la normale. C'est OK de payer des impôts, c'est comme ça. Si vous avez des écoles gratuites pour vos enfants, des hôpitaux, une belle sécu, etc., faut aussi payer tout ça et des belles routes et compagnie. Donc voilà. Donc c'est normal. Voilà. Maintenant, la question d'après, une fois qu'on a ça, mais alors ça vaut pas le coup plutôt de faire une SCI à l'IS, parce que c'est ça le truc. Exactement, d'ailleurs tout le monde s'est pareil jeté là-dessus sur le coup en disant la MNP c'est fini, on fait SCI à l'IS. Voilà. Faut faire la simulation. Alors déjà il y a un coût de création, coût de compta, coût juridique. La compta on va dire que c'est pareil, mais effectivement il faut en plus déposer ses comptes, faire une assemblée générale, faire des statuts au départ, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, attends, là aussi, j'ai appris qu'une SCI à l'IS, tu n'étais pas obligé d'avoir un comptable, un expert comptable, c'est vrai ou pas ? En fait, tu n'es jamais obligé d'avoir un expert comptable. C'est fou, ça. Mais même une SAS, même une SRL. C'est incroyable. Il n'y a aucune obligation. C'est incroyable, je ne savais pas. C'est vivement recommandé, mais pas obligé. Oui, non, mais alors là, clairement, moi, je ne m'amuserais pas à faire ça. Pourtant, oui, tu as des logiciels qui te proposent... Mais je pensais que tu devais quand même faire certifier tes comptes par un expert comptable. Mais ça te garantit quoi, la certification des comptes au final ? L'attestation, c'est la responsabilité de l'expert comptable qui est engagé, en cas de contrôle, typiquement. Si tu avais eu un redressement qui était imputable à une erreur de ton expert comptable... alors, tu aurais payé les droits, parce que c'est toi qui dois les payer, mais les pénalités, les majorations auraient été prises par l'assurance pro de l'expert comptable. Donc ça permet ça, effectivement, ça te met une crédibilité auprès des tiers aussi, parce qu'une banque, avoir une banque qui n'a pas d'attestation d'expert comptable, elle va te dire vos comptes ils valent rien, d'accord. etc. Ok, très clair. Donc effectivement, si on compare avec la SCI-LIS, voilà, moi quand on me dit ça vaut plus le coup de faire la SCI-LIS, je réponds toujours faut faire des simulations avec les chiffres qui... Moi je réponds toujours non, parce que l'argent n'est pas le vôtre. Mais moi j'aime bien avoir les chiffres parce que ça permet qu'en fait de montrer comme ça, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de simulateurs. Ça permet en fait de montrer de contrer certaines idées reçues. On avait parlé sur le podcast aussi de SAS versus SARL, etc. Et en fait, il y a des fois, quand on montre les chiffres, en fait, au bout d'un moment, c'est factuel, quoi.
Là, c'est un peu la même chose. Les premières différences qu'on peut voir déjà entre les deux, on en a vu une, c'est que en SCI, on n'a pas l'abattement pour durée de détention et on n'a pas le forfait travaux. Ouais. Donc déjà, ça, c'est pas en faveur de la SCI. Ensuite, par contre, le seul point en faveur de la SCI, c'est que le déficit que je vais générer tous les ans, alors cette fois, il n'y a pas le plafonnement de l'amortissement. Je peux amortir autant que je veux là en SCI. Ça génère un déficit, mais ce déficit, il est lui-même reportable sans limite de durée sur mes résultats futurs. C'est ce qu'on appelle le report à nouveau ce qu'on appelle le déficit reportable. Déficit reportable, okay. Ouais, alors ça peut être le report à nouveau, mais ça, c'est comptable. Ah oui, et alors que le déficit reportable, c'est vraiment fiscal, il peut être différent. Okay. Du coup, le déficit reportable dans la SCI et l'IS, il est imputable et il sera imputable du coup au moment aussi de la vente parce que ma vente va rentrer dans mon résultat courant de ma SCI et donc si j'ai un déficit, il pourra s'imputer sur ma plus-value. Alors que là, mon LMNP, je ne peux rien imputer sur ma vente parce que même si j'avais un déficit de mon LMNP, je ne peux pas l'imputer sur la vente. Il est perdu et mes amortissements reportables aussi. Sauf si tu as d'autres biens. Oui, il n'est pas perdu sur d'autres biens, mais dans tous les cas, ouais. il s'imputera jamais sur une plus-value. Oui, d'accord. Ouais. Mais il pourra glisser sur l'exploitation des autres biens. Dans la limite de 10 ans. Ouais. Et les amortissements reportables, tu sais qu'on a mis en stock les fameux 40 000 dans l'exemple là, qu'on n'a pas imputé nulle part. Quand je vends mon bien, ils sont perdus aussi. Ils sont pas reportables. Parce que ceux-là, par contre, ils sont rattachés au bien. Oui. C'est ça, et pas forcément au parc. Ils ne sont pas reportables sur les autres biens. Okay. Là, je vous laisse imaginer le casse-tête parce que quand on fait ce calcul-là, on n'a pas des amortissements reportables par bien. Eh oui. Des amortissements reportables. Donc, souvent, on fait des cotes par pour pouvoir gérer ça. Donc, ça, c'est les principales différences entre les deux modes de calcul de plus-value. Parce qu'après, tu amortis de la même manière, les charges déductibles sont les mêmes, etc. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est par contre fondamentalement différent, mais pas sur la plus-value, mais en général, c'est effectivement dans un cas, c'est toi en direct, en tant qu'LMNP en entreprise individuelle, c'est ton compte, c'est ton argent. Propre, ouais. Alors que la SCI, ça appartient à la société, tout l'argent qui est dans la société. Et donc, à un moment, c'est une personne morale ce qui fait que quand tu vas vouloir récupérer l'argent qu'il y a dans la SCI, le repasser vers ton patrimoine personnel, ça change de patrimoine. Et donc, dès qu'il y a un transfert d'un patrimoine à un autre, frottement fiscal. Exactement. Frottement fiscal. Et ça, c'est effectivement, sans spoiler, ce qui va faire la différence et qui va faire en sorte que la SCI reste moins intéressante à cause de ce frottement fiscal. L'argent n'est pas le vôtre dans la SCI. Exactement, ouais, c'est ça effectivement. Alors une SCI à l'IS, précise. À l'IS, oui, à l'IS, bien sûr, c'est la question qu'on nous pose. Donc, pour faire simple, en fait, sur la période, je vais directement aller au résultat, parce que les chiffres sont exactement les mêmes que tout à l'heure. On a vu tout à l'heure qu'on gagnait, donc avec nouveau format LMNP, 37 000 sur le même exemple sur 10 ans. Ouais. Dans la SCI, c'est 26. Ok, donc on avait vu 43 000, ça c'était l'ancien régime, 37 000, le nouveau régime LMNP. Et si on est SCI à l'IS, il ne nous reste plus que 25, quasiment 26, 25 754. Parce qu'il y a eu une cascade, donc, alors pas d'impôt sur les sociétés pour le coup, parce que tu as considéré que les déficits, c'est ça, il n'y avait pas d'IS, mais derrière, qu'on avait la flat tax pour sortir. Tu as considéré du dividende, c'est ça ? Exactement, en fait, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, tout le monde raisonne souvent en se disant du coup, la SCI, ça vaut plus le coup parce que j'ai pas d'impôt. En fait, si j'ai dans mon résultat de ma SCI, si j'ai du déficit reportable, il va s'imputer sur ma plus-value. Ok, au pire, j'ai 15% d'IS, mais c'est pas autant que ce que j'aurais eu en LMNP. Et encore que, on a vu que c'était à peu près 15% en LMNP. Donc, Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Alors oui, sauf qu'à un moment, l'argent, il va falloir le sortir, qu'on le veuille ou non. Même si on est sur un investissement à long terme, même si on dit c'est du patrimonial et que je ne le touche pas avant ma retraite, à un moment, il va falloir le toucher. Ou alors, c'est juste un jeu... pour s'amuser. Pour empiler du patrimoine. Sinon, c'est ça, parce qu'à un moment, il faut qu'on y gagne à titre personnel et qu'on puisse le dépenser pour... Oui, puis là, on compare vraiment... Pour manger, quoi. On compare vraiment de l'argent pour soi, là. Pour le coup, on compare le régime pour son propre bénéfice. Donc, du coup, si on veut comparer jusqu'au bout, il faut intégrer cette flat tax en disant je sors l'argent dans la société. Donc, petite parenthèse, la flat tax, c'est quoi ? C'est que quand je génère un bénéfice dans une société... du coup, ce bénéfice, encore une fois, comme on l'a dit, il appartient à la société. Donc, même quand j'ai vendu, je vais me retrouver avec le cash de ma vente dans ma SCI, sur le compte de ma SCI. Et si je veux l'avoir sur mon compte à moi, personnellement, je vais devoir distribuer ce qu'on appelle les dividendes, c'est-à-dire la distribution des bénéfices
générés par la société. Et quand je me distribue des dividendes, c'est là qu'il y a imposition parce que ça change de patrimoine et c'est ce qu'on appelle la flat tax qui s'applique, c'est-à-dire 30% du montant des dividendes qui sont versés. En tout cas, au pire des cas, c'est 30%. Ça peut être moins selon son foyer fiscal. Ouais, c'est assez rare. Mais c'est très rare parce qu'il faut avoir un taux à moins de 12,8. Mais c'est ça, quand on a de l'immo et qu'on peut investir, généralement, c'est qu'on a un taux d'imposition plus élevé. Donc, du coup, voilà, on a ces 30% qui s'appliquent. Et en fait, dans notre exemple, vous voyez, il y a 11 000 euros d'écart entre 37 et 26. C'est pile le montant de la flat tax. Enfin, en gros, quand j'arrondis, hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 500 euros d'écart qui se baladent. Mais pour faire simple, c'est la flat tax qui fait la différence. C'est-à-dire qu'en gros, les deux différences que j'ai dit tout à l'heure entre les MNP et SCI, c'est-à-dire forfait travaux abattement d'un côté et déficit reportable de l'autre, s'annulent, pour faire simple. De toute façon, c'est le même fonctionnement. Ouais, enfin, oui, en cours de vie, ça ne change pas. Et au niveau de la plus-value, à l'intérieur de la SCI versus le LMNP, l'abattement, en tout cas sur 10 ans, là, dans notre exemple, l'abattement et le forfait travaux, ça revient à peu près au même que le fait qu'on ait un déficit reportable dans la SCI et ce calcul-là. Donc, c'est-à-dire qu'on est mangé à la même sauce, mais par contre, on n'a pas encore sorti l'argent. Quand on sort l'argent, on se prend la flat tax et c'est ce qui fait la différence entre les deux. Donc, encore une fois, le LMNP reste plus intéressant que la SCI à l'IS par... Voilà, on explique ça principalement par cet aspect flat tax. Après, il y a des fois où soit on n'a pas le choix de faire une SCI à l'IS parce qu'on est plusieurs, soit parce que ça prend le relais du LMNP pour ne pas pour pas dépasser les seuils. Exactement, c'est souvent le cas d'ailleurs. Hein. C'est optimisation du LMNP jusqu'au seuil. Et ensuite, on passe en SCI à l'IS, on structure comme ça. Voilà. Ou alors... C'est le cas d'une SCI à l'IS quand tu es entrepreneur, que tu as du cash dans une personne morale, que du coup tu injectes de la trésor dans une personne morale, parce que ça tu peux pas le faire pour justement éviter cette fameuse flat tax en amont. Exactement. Voilà. On peut pas tout avoir. Voilà, c'est ça. Petite question quand même, les dividendes, tu peux te les verser à partir du moment où ton résultat il est positif et que tu as des capitaux propres. Exactement. Donc ça veut dire que là on prend cet exemple, mais en vérité, si tu es en déficit, quoi qu'il en soit, tu peux pas te les sortir en dividende. Non, c'est pour ça que tu les sors généralement quand tu as fait ta vente et ta plus-value et que tu as gagné ton argent. Comme on disait tout à l'heure, c'est à la sortie que tu... Donc, admettons que tu es en déficit pendant 10 ans sur une SCI, tu ne peux pas te payer 1 euro de dividende si tu n'as pas fait une opération exceptionnelle ou qui a généré des capitaux propres. C'est ça ? Exactement. Okay. Alors que le LMNP, potentiellement, ça peut te faire un complément de revenu. Tout à fait. Notamment quand tu n'as plus d'emprunt ou quoi que ce soit. Le point en fait qui vient de me revenir, que j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, il y a une différence qui s'est un peu opérée, notamment avec les taux d'intérêt. C'est pour ça que ça m'y fait penser. C'est qu'en fait, les taux d'intérêt ayant fortement augmenté, ont quasiment fait x3 là. Versus des bas historiques, quoi. Ouais. C'est ça. Donc les taux d'intérêt, voilà, quand on était encore à 1% en 2022, je pense. Début 2022. Donc tu vois, on a fait x3 en 2 ans, parce qu'on y est déjà depuis 1 an. En fait, ça a des impacts quand même assez... Quand tu regardes le coût d'un emprunt à l'époque et maintenant, ça a un impact important, ce qui fait que alors l'effet de levier reste pour autant tout aussi puissant, mais par contre, dans tes charges, ça va peser plus, tes intérêts. Et donc, du coup, tu vas moins piocher sur ton amortissement, dont on parlait tout à l'heure, tu sais, qui est plafonné, et donc tu vas en réintégrer moins. C'est vrai. Donc, au final, tu vas avoir quand même du déficit. Il y a du positif à avoir des taux d'intérêt dans cette réforme-là, parce que ça te compense en fait des amortissements que tu auras réintégrés à la sortie sur ta plus-value. Donc, voilà. Ça va te générer quand même du coup encore plus de charges. Donc du déficit reportable. Oui, exactement. Okay. Bon, ça reste une charge. Hein. C'est mieux si les taux descendent. C'est mieux quand tu n'as pas de charge plutôt que d'en avoir une et de pouvoir la déduire. C'est toujours ce que je dis. Mais bon, les gens me disent oui, mais de toute façon, c'est déductible. Oui, d'accord, mais il vaut mieux ne pas la payer et de ne pas la déduire. Oui, les fameux qu'est-ce que je peux passer en charge. Oui, voilà. Mais du coup, c'est. Bref, ça a un peu quand même changé la donne. Les taux d'intérêt, on le voit nous sur les résultats, parce qu'on pioche moins dans les amortissements. Okay. Donc voilà, donc ça c'est le principal point à retenir, c'est que la LMNP reste quand même toujours plus intéressant. Là, on l'a fait sur un exemple tel qu'on a cité, mais moi j'invite tout le monde à télécharger notre simulateur et à faire ses propres simulations. Vous pouvez faire autant de simulations que vous voulez. D'ailleurs, on vous met le lien sur la page des simulateurs dans la description de l'épisode et sur le podcast et sur la chaîne YouTube. Voilà, et du coup vous pourrez retrouver ça c'est gratuit. Exactement, et en fait vous pourrez faire toutes les simulations que vous voulez et ça vous compare LMNP, SCI, LIS. Non seulement en fait ça vous compare les deux, et puis ça vous fait aussi ça vous permet de comparer un enrichissement sur une durée, net de fiscalité et net de tout, quoi. Voilà, un TRI en valeur sur une période donnée.
Le point que je voulais rajouter aussi, c'est qu'au final, ce que ça change, cette réforme, pour moi, c'est que, on l'a vu, ça reste quand même toujours plus intéressant de faire du LMNP. On s'enrichit toujours à la fin, donc il n'y a pas de question à se poser de dire... toujours mieux de faire que de ne pas faire, quoi. Exactement, toujours mieux de faire que de ne pas faire, même si tu gagnes moins qu'avant, mais en même temps, avant, c'était clairement une anomalie. Et puis, encore une fois, voilà, versus d'autres investissements, effet de levier, pas effet de levier. Effectivement, si j'ai plus de capacité d'emprunt, pourquoi pas, mais tant que j'ai de la capacité d'emprunt, c'est quand même la grosse puissance de l'IMO. Et puis, le dernier point que je voulais dire, c'est que par contre, effectivement, ça change peut-être les stratégies et les horizons d'arbitrage, parce qu'effectivement, on en a fait à 10 ans, mais il y a des horizons d'arbitrage qui font que, en fait... la fiscalité sera moindre si on attend plus longtemps. Parce que abattement de durée de détention qui va... Alors, certes, des amortissements qui seront réintégrés un peu plus supérieurs, mais au final, on se rend compte qu'au bout d'un moment, l'abattement pour durée de détention devient supérieur aux amortissements qu'on va réintégrer. Donc, ce qui n'est pas le cas dans la SCI. Oui, donc la fenêtre de tir, elle est déjà pas avant 5 ans parce que le forfait travaux. Même si de toute façon, avant 5 ans, faire une plus-value... Oui, déjà, le temps d'absorber les frais, tout ça. Absorber sur un marché très dynamique. Donc déjà, pas avant 5 ans. À partir de 5 ans, déjà, j'ai mon forfait travaux. Donc entre 5 et 10, je pense qu'il y a une fenêtre, pourquoi pas. Mais bon, encore une fois, c'est pas la logique pour moi de ce type d'investissement. Sauf si on a vraiment besoin de cash ou autre. Mais de se désendetter. Et après, sinon, il faut attendre, là où effectivement il y a maintenant raison d'arbitrage avant sur 10 ans, je pense qu'il faut attendre plus 15-20 ans pour au moins atteindre déjà l'abattement pour durée de détention sur l'impôt sur le revenu. Et voilà. Parce qu'après, du coup, quand on réintègre ou pas les amortissements, si on a un abattement de 100%, ça change rien. C'est clair. Donc là où on était à 10 ans avant, on est plus passé à 20 ans. En fait, pour moi, ça change, encore une fois, pas vendu, pas d'impôt. Oui, parce que ce qu'on peut quand même rappeler, c'est que la réintégration des amortissements, elle sert à calculer une assiette imposable, mais pas la valeur de l'impôt. Et justement, ces abattements pour durée de détention, eux, par contre, ils viennent impacter grandement et de manière dégressive la valeur de l'impôt que tu vas payer sur cette fameuse assiette. Et c'est là où, encore une fois, par rapport à la SCI, là, on a fait une simulation sur 10 ans, mais tu fais une simulation sur 50, ça va être encore plus criant en faveur de l'MNP parce que tu n'auras pas du tout d'impôt sur la plus-value. Alors que sur la SCI, tu en auras. Tu en auras toujours. T'en auras toujours. Et là, tu auras sur 100% de l'assiette. Parce que 100% de l'assiette sera... tu revends 500 000, tu as payé 300 000 au départ. Au bout de 50 ans, ta plus-value, c'est 500 000. En fait, plus les... c'est ça. À partir de 20 ans, plus les années avancent et plus l'écart se creuse entre LMNP et SCI. Et voilà. Et par contre, à l'inverse, là où les écarts sont peut-être le moins creux, en plus, au bout de 10 ans. Tu vois, c'est pour ça on a quand même 11 000 d'écart et c'est peut-être là où il y a le moins d'écart parce que, tu vois le... quoique... Là où il y a peut-être le moins d'écart, c'est avant 5 ans parce qu'il n'y a pas le forfait travaux. Mais donc à l'inverse, ça veut dire qu'on pourrait dire en SCI, soit je vends avant 5 ans, soit je vends jamais. Ou alors très tard. Parce que ça veut dire que j'ai pris beaucoup de cash flow au final, parce que après que l'emprunt soit été... Enfin, quelques années après que l'emprunt ait été 100% remboursé. C'est ça. Mais en fait, encore une fois, c'est... Voilà, si on est allé en SCI, c'est qu'il y avait une bonne raison, parce qu'on était plusieurs, parce qu'il y avait une histoire de seuil. Enfin, moi, j'ai arbitré des biens encore cette année, SCI, LIS et tout ça. Franchement, ça ne m'a pas impacté. J'avais tellement de déficit reportable, parce qu'il y a aussi ça. Ce qu'il faut rappeler, quand même, c'est que ton déficit reportable... Enfin, moi, je me suis retrouvé quand même avec... je ne sais plus combien j'avais, 150 ou 200 000 de déficit reportable. Je vends un bien, je fais 60 000 euros de plus-value. En fait, je ne paye pas d'impôt. Et j'ai encore du déficit reportable. Grâce à des autres biens. Mais bien sûr, grâce à des autres biens. Si tu as un bien, là, on isole un bien. Il faut toujours en avoir. Mais quand tu as un parc, quand tu as un parc, tu recrées du déficit, tu recrées de la dette. En fait, je trouve que c'est un avantage et un inconvénient parce qu'à la fois, ça t'oblige à réinvestir. Donc c'est bien, parce que ça t'oblige à entretenir ton patrimoine, à réinvestir. Tu n'as pas pris la flat tax. Mais tu n'aurais pas pu parce que tu as potentiellement des capitaux propres négatifs. Si tu as un déficit reportable, généralement c'est le cas. C'est normal. Hein. Oui. Mais en plus, je ne cherchais pas à le faire parce que moi, je cherchais à réinjecter dans la SCI. Donc si tu veux, je cherchais à faire un autre projet dedans. Donc j'ai réinjecté les capitaux. C'est pour ça que tu disais, c'est pas vendre ou réinvestir. Voilà, ou réinvestir, exactement. Et ce que je disais, mais bon, en tout cas, effectivement, ça oblige, soit à faire des travaux, réinvestir, etc. Soit je ne sais plus quoi, parce que j'ai perdu le fil. Pardon. Voilà. Coupé, mais en fait, je pense qu'on a compris de toute façon. On a compris l'esprit, mais en fait, tu as toujours quand même ce truc à la fin
de devoir le sortir. C'est-à-dire que tu rachètes des biens, mais il faudra les revendre et les ressortir, etc. Donc, ou si tu veux pas sortir parce que tu te dis que ça va être une rente à la retraite, c'est une REM, après, voilà. Voilà, une REM, mais tu prendras de l'impôt sur les fruits. Bien sûr. Versus, encore une fois, LMNP, où on a vu en cours de route, tu les prends pas. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est les arbitrages où quand tu as... Mais moi, je me dis, sur une SCI, tu vois, je sais pas si c'est le cas, mais ça sera le cas, et si c'est juste de penser comme ça, moi, je me dis, en fait, demain, c'est l'entreprise qui m'emploiera peut-être à la retraite, tu vois, et qui me versera une rémunération avec une couverture sociale, un truc, tu vois, et je me dis, je serai gérant salarié de ma petite foncière modeste, quoi. C'est toujours, voilà, c'est ça, qui peut être, exactement, mais tu as totalement raison. Voilà. Oui, là, si c'est pas un complément, mais si c'est un revenu, par exemple. Ça pourrait être, tu vois, une rente, le vrai rentier, en fait. Ouais, totalement. Non, mais ça marche totalement, et ça, effectivement... la rente, elle est toujours importante de la considérer quand tu as de l'argent dans une entreprise, de la laisser dans l'entreprise, comme tu disais, pour ne fiscaliser que les fruits, en fait, et pas fiscaliser le capital. Puisque, en fait, là, si tu gardes tes biens, tu fiscaliseras que les loyers, tu fiscaliseras pas ton capital de base, sauf à être à l'IFI, mais voilà, quoi. Et il y a un autre avantage d'ailleurs aussi, j'en parlais avec un mec à qui j'ai fait un petit cours magistral de montage régime Murphy au salon de Limo sur un post-it, là. Je lui disais que, en fait, l'avantage d'avoir aussi de l'argent dans une personne morale, c'est que tu décides quand tu veux te le payer ou pas. Tu le subis pas. Alors qu'en nom propre, tu fais une vente, tu le subis. T'as pas le choix que de payer l'impôt maintenant, t'as pas le choix que de prendre l'argent maintenant. Comme quand tu es salarié, t'as pas le choix que de prendre l'argent que quand on le donne. Quand tu es à ton compte, quand tu es en personne morale, c'est la boîte. Ça sera pour plus tard. Et toi, tu choisis comment tu veux te le verser, de la REM, du dividende, des avantages, un peu d'ICA, machin. Tu choisis, en fait. Voilà. Et ça, c'est aussi le gros avantage qui apporte de la flexibilité et qui te permet aussi de jongler avec les évolutions fiscales. Parce que, tu vois, moi, je m'étais dit raisonnablement, sur ma holding, je vais me payer sur 2024, je vais déclarer beaucoup de dividendes pour être sûr de verrouiller une flat tax à 30, parce qu'on n'est pas... c'est pas incertain que ça passe à 35 ou que ça passe à 33, ou tu vois, voilà. Ils l'ont pas fait finalement, mais c'était dans le projet. Mais ça pourrait même l'année prochaine, tu vois. Donc, je me dis, je verrouille un truc, même si je me le verse pas aujourd'hui, au moins, je paye l'impôt. Et demain, la boîte me le doit, quoi, tu vois. Et quand je me le verse, au moins j'ai verrouillé mon imposition. Mais ça, tu peux pas le faire en tant que perso. Tu choisis pas, en fait. Ton patron, il te verse une prime. En tant que salarié, il te verse une prime. Basta. Tu prends ton truc. Voilà. C'est bon ? On a fait le tour ? Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, La conclusion, c'est que le LMNP reste toujours intéressant, plus intéressant que la CILS. Toujours dans la course. On gagne un peu moins, mais en même temps, avant, c'était clairement... Disneyland. Merci beaucoup Mathieu, parce que franchement on apprend plein de choses avec toi à chaque fois. Je pense qu'encore ça va être un des épisodes qui va mieux marcher cette année, j'espère. On garde le podium. Voilà, podium 100% en toulousain, et c'est cool. Très vite, on refera sûrement des capsules très vite ensemble. Merci Julien, à très vite. Et merci à tous, ciao.